la politique d'austérité menée par l'Europe, je voudrais bien que vous nous donniez votre sentiment. Et on est dans l'actualité parce qu'hier, et notamment dans le journal Le Monde, le ministre Arnaud Montebourg semblait dire que l'austérité pouvait ou allait mener à la débâcle, terme que vous avez utilisé au début de votre intervention à propos de la crise de 2008. Pensez-vous que la politique d'austérité menée par l'Europe, dans toutes ses dimensions, avec un rejet quand même dans certains pays comme Chypre, que vous avez cité aussi, comme l'Espagne, comme l'Italie, on voit bien qu'il y a des mouvements de protestation sur cette politique. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est la clé de la réussite et de la relance pour l'économie européenne ou pas? Je crois que quand on parle d'austérité contre croissance, c'est un faux dilemme. C'est une sursimplification de la question. Il y a naturellement des pays pour lesquels les marchés ont dit c'est fini si on n'a pas des signaux très clairs, très nets de consolidation fiscale. Les marchés vont retirer leur appui. Il ne sera pas possible de renouveler les dettes. Et d'avoir plus de financement pour les déficits après les périodes de récupération, de reprise. Alors, des pays comme l'Angleterre, même des grands pays comme l'Angleterre, ont dû aller vers la consolidation fiscale. L'austérité, l'Espagne par exemple, dans le cas de l'Espagne, je dirais que tard. Si l'Espagne aurait commencé la consolidation 2 ans avant avec M. Zapatero au lieu d'avec M. Rajoy, ou à la fin de Zapatero avec M. Je crois que les coûts précisément de l'austérité auraient été beaucoup moins. Aurait été plus, moins difficile, moins brutal. Oui. La même chose. L'Espagne, c'est peut-être la même chose en France, non? Mais je dis aussi l'Italie. Oui. Aussi, il y a une question de timing, le délai. Il y a un délai pour commencer à prendre les décisions, parce que dans les périodes Berlusconi, naturellement, il y avait beaucoup de décisions qui étaient prises, mais ils n'ont fait pas face à la réalité de la transformation qui était nécessaire en Italie pour être compétitive. Le problème aujourd'hui, c'est de compétitivité. Ce n'est pas une question de se demander si l'austérité, c'est ou non. L'austérité n'est pas une politique. L'austérité, c'est une conséquence de réduire les déficits publics parce qu'ils ne sont pas soutenables. Ce n'est pas soutenable de continuer à augmenter la dette une fois qu'on est au-delà de 100%. Le cas japonais n'est pas typique et on ne veut pas explorer là. On ne veut pas explorer ce côté. Parce que les conditions sont totalement différentes en Europe qu'en Japon, dans lesquelles toute l'épargne est japonaise. Ce n'est pas le cas ici. Alors, le problème, c'est quand on parle avec M. Monti, quand on parle avec M. Hollande, quand on parle avec Angela Merkel, quand on parle avec le nouveau président mexicain, quand j'étais hier à Oslo avec le Premier ministre de la Norvège, avec les grands leaders, il y a 2 choses qui lui obsèdent, productivité et compétitivité. Productivité et compétitivité. Et naturellement, un pays ne peut pas être énormément compétitif s'il y a une dette énorme et des marchés qui doutent sur les perspectives futures de ce pays. Parce que les grands investisseurs, les entreprises qui décident où ils vont s'installer, vont avoir des doutes sérieux de s'installer dans un pays qui n'est pas soutenable, qui a une dette qui n'est pas soutenable, qui va avoir une explosion fiscale, etc. Alors, c'est une question d'équilibre.
je dis quelque chose qui est une espèce, je répète, ce sont des expressions qui ont devenu des clichés, mais c'est un équilibre qui est énormément national. Ça veut dire l'équilibre entre consolidation fiscale et les ciments de la croissance future, ce n'est pas les mêmes pour un pays qui a trouvé la crise avec 6% de déficit qu'un pays qui a commencé la crise avec équilibre, comme l'Allemagne, ou un pays qui avait même surplus budgétaire, comme le Canada ou comme l'Espagne. Les conséquences, on les voit aujourd'hui. Même après 4 ou 5 ans des grands déficits, l'Espagne est plus ou moins dans la moyenne, un peu au-dessous, en tant qu'il y a des pays qui sont déjà à 120, la Grèce, 160%. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient déjà... Mais on a aujourd'hui des pays... Je mentionne le Royaume-Uni parce que on pense toujours au Royaume-Uni, capitale financière, une grande puissance économique, etc., qui a un déficit de 8%. Alors, ce n'est pas soutenable. Et, la France, vous me demandez la France. Oui. Vous me demandez de la France. On a un dialogue très fluide avec le président Hollande. Je me rappelle qu'à Los Cabos, il venait de gagner sa majorité. Tout le monde à Los Cabos, le sommet de G20, était très sombre. On parlait de la récession, la croissance négative, le chômage, etc. Et M. Hollande était comme ça. Parce que le jour avant, il avait sa majorité. Ça veut dire quoi ? Et j'ai dit, Monsieur le Président, il faut être un peu plus sombre. Mais je lui présentais un dossier. Et je dis, Monsieur le Président, je suis Gurria, le secrétaire général de l'OCDE. Je voudrais vous présenter ce dossier de l'OCDE. Je dis, oh non, je sais que ce que fait l'OCDE, je l'utilisais toujours pour attaquer le gouvernement, mais tous les chiffres, les statistiques, etc. Je dis, non, ce n'est pas mon rapport d'activité, non, c'est votre programme de gouvernement. C'est quelque chose qu'on peut dire à M. Hollande, pas aux autres présidents avant, parce que il a pris avec beaucoup de souplesse et beaucoup de sympathie. Il lui dit, bon, ça pourrait m'intéresser. Et il nous a appelés, en effet, 3 semaines plus tard, à l'Élysée. Après ça, après avoir été avec lui, on était avec M. Hérault, avec Moscovici, avec M. Sapin, avec le ministre de l'Éducation, M. Payon, pour voir tous ces aspects structurels. Hein? Et même la négociation qu'ils ont fait avec les partenaires sociaux et qui hier a devenu loi, au moins dans la Chambre des députés. Et naturellement qu'on a eu un dialogue intensif avec eux. En octobre, il nous a visités à l'OCDE. J'ai invité Christine Lagarde, du Fonds monétaire, j'ai invité le nouveau président de la Banque mondiale, Pascal Ami, un autre Français très distingué, qui est chef de l'OMC, et aussi le nouveau chef de la Bureau international du travail. On était là, on a parlé avec M. Hollande sur la question productivité, compétitivité, la situation du monde, etc. Le jour après, les 5, nous avons déménagé pour aller à Berlin pour faire la même chose avec Merkel. Ça veut dire que les grands leaders d'aujourd'hui, ils nous visitent dans l'OCDE, souvent de plus en plus pour parler sur les propres pays. Pas pour faire un diagnostic sur la situation des banques, mais parler pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures avec nos experts sur le propre pays, pour savoir qu'est-ce qu'il passe, comment est-ce qu'on voit le propre pays. Je dirais qu'il y a une conscience renouvelée et que, comme je dis, cette question de dire l'austérité ou non l'austérité, c'est une sursimplification. Naturellement qu'on ne peut pas seulement avoir austérité, mais naturellement que sans une consolidation fiscale qui était absolument nécessaire, après les dépenses énormes pour sortir de la récession,
ça, aujourd'hui, pourrait présenter une situation beaucoup plus vulnérable. Alors, autre question. Vous aviez dit également tout à l'heure que la croissance était finalement un outil au service de créer une vie meilleure. Je voudrais savoir comment vous envisagez de l'expliquer, non pas aux ministres, au gouvernement, mais tout simplement au peuple, parce qu'on voit bien l'exaspération qui peut exister dans certains pays qu'on a déjà cités tout à l'heure. Comment faire comprendre à ces gens qui parfois sont au chômage, qui sont souvent jeunes comme en Espagne ou ailleurs, que l'austérité aujourd'hui va favoriser la croissance de demain ou d'après-demain, alors qu'il y a un présent qui les préoccupe beaucoup? C'est parce qu'on ne présente pas que l'austérité. Notre travail, perspective croissance, nous dit très clairement que si on présente bien les mesures de moyen et long terme, le contexte de croissance ou de reprise aux citoyens, ce serait plus facile, au moins difficile, de payer les coûts court terme nécessaires pour aboutir à un résultat meilleur pour les citoyens. Mais la question, c'est de ne pas suffisamment bien expliquer pourquoi est-ce qu'on prend les mesures. Et il semblerait qu'on veut obéir à une sagesse conventionnelle qui est celle de la troïka dans les pays en crise, ou des mandats des fonds monétaires, ou même les mandats invisibles, anonymes du marché. Parce qu'il n'y a pas Monsieur Marché ou Madame Marché, non. C'est le marché. Il y a des millions de décisions indépendantes qui se font sur le coût de la dette d'un pays particulier. Et le marché, c'est un juge sévère. Le marché, c'est un juge immédiat. Et le marché, c'est un juge qui ouvre même, travaille même contre soi-même, parce que le marché, de temps en temps, prend des courses qu'on ne comprend pas très bien. Mais le problème, c'est que on ne peut pas s'asseoir avec monsieur ou madame Marché pour négocier. Il faut donner des signaux énormément forts. Et aussi, qu'est-ce qu'ils font les agences de notation? Qu'est-ce qu'ils font? Avant, c'était la question de la dette, ou la capacité, ou la possibilité d'une faillite, d'un défaut. C'est ça que le triple A, le double A, le triple B, etc. Ils ne qualifiaient que la possibilité de défaut. Aujourd'hui, on dit, voyez, monsieur Fitch, monsieur Standard & Poor's, monsieur Moody's, voyez, je coupe le déficit, je fais très bien, je suis un bon élève. On va dire, wow, félicitations. Mais où est la croissance? On va dire, écoute, je coupe le déficit. On ne peut pas aller trop dans la croissance parce que, on dit, on va réduire la notation parce que dans le pays, il n'y a pas possibilité de croissance. Mais imaginez qu'on prend le chemin de la croissance et on dit, écoutez, monsieur Moody's, venez, voyez, s'il vous plaît, on doit dépenser plus, on va avoir un déficit énorme, on va avoir la croissance 2, 3, 4%, on va récupérer la croissance. Je dis, votre position fiscale, c'est insoutenable. Alors, on va réduire la notation. On perd n'importe quoi. Mais le secret, c'est d'ignorer les agences de notation. Il faut faire ce qu'il faut faire, avoir les équilibres qui sont les équilibres appropriés pour chaque pays, dans chaque situation, et aussi les expliquer, les exprimer, les vendre bien. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, et mettre en contexte des moyens long terme qui nous donnent des espoirs. Parce qu'aujourd'hui, on ne vend pas que
blood, sweat and tears. Mais on ne vante pas le light at the end of the tunnel. Hein? Ça veut dire que c'est très churchillien, les recettes. Mais il faut aussi donner d'espoir parce qu'il y a demain. Il y a demain. Il faut bien se préparer pour demain. Alors, je voudrais revenir sur un dernier point avant de vous donner la parole. Je vous cite encore, la planète ne résistera pas à une croissance basée sur une énergie polluante. On voit quand même que ces énergies polluantes, elles sont là. L'Allemagne va rouvrir et reconstruire des usines à charbon. La Chine, que vous citiez tout à l'heure en soulignant les 8 ou 9% de croissance, a certes un petit peu de renouvelable avec de l'hydraulique notamment, certes du nucléaire, mais vous savez que la croissance de la Chine se base d'abord sur le charbon en termes d'énergie. Est-ce que ce n'est pas quand même une situation un peu inquiétante et je dirais quasiment irréversible parce que ces centrales qui se construisent aujourd'hui, elles vont encore fonctionner dans 30 ou 40 ans? C'est pas une situation qui est inquiétante, c'est une situation qui est énormément inquiétante. C'est une situation qui est scandaleuse. Le problème, c'est qu'on a laissé de côté la préoccupation pour l'environnement avec le prétexte de la crise. Et le problème a devenu beaucoup plus sérieuse dans les derniers 5 ou 6 ans parce qu'on n'a rien fait du point de vue des politiques efficaces. On a même arrêté de parler. Hein? À Bali, on parlait. À Cancun, on parlait. À Copenhague, on parlait. Pas toujours parlé très bien. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup. Oui, mais on a arrêté de parler. Hein? À Rio, c'était pas énormément réussi. À Durban... à Doha. Ils sont tous les sommets sur le climat, les conférences. Ce sont les grands sommets sur le COP 13, 14, 15, 16, 17, COP, Conference of the Parties. Hein, ça veut dire les pays qui se rassemblent pour faire quelque chose sur l'environnement. Et il y a un problème pratique. On avait déjà calculé que pour se maintenir avec une maximum de réchauffement de 2 degrés dans le monde, il fallait limiter les émissions à 450 par ppm million, parties par million. Particules par million, et qu'il y avait une certaine feuille de route qui nous portait à 2020, dans lequel on allait arriver dans un sommet, une espèce de pic, et après ça, on pouvait se réduire. Mais ça voulait dire qu'on allait dépasser le maximum permis pour aller, à travers des investissements, technologies, etc., pour après rentrer dans la bonne voie. L'absence des décisions sérieuses, le renouvellement, le compromis Kyoto, etc., et les réalités que Jean-Louis a mentionnées, du côté Chine et partout, ont provoqué que déjà, le dépassement du sommet, du pic, va être beaucoup plus, dit-on, lointain, exagéré, beaucoup plus aigu, beaucoup plus sérieux, et que le retour à la bonne voie, au chemin qui nous conduirait dans le 2050 à 2 degrés seulement, au lieu de 4. Aujourd'hui, on est dans une direction de 4, même à la fin du siècle 5 ou 6, avec des conséquences qui sont inimaginables. C'est pour ça que je dis, nous sommes dans une direction de collision avec la nature. Hein? Mais la question, c'est que le coût
on a dit, bon, 20 milliards pour les prochains d'ici à 2020 et de 2020 en avant, 100 milliards par an pour la transférence de la technologie, etc. Pas question, pas plus. Parce que, comme on n'a rien fait, les montants s'accroître. Et surtout, je crois que Jean-Louis nous a donné la clé du problème de pourquoi il faut perdre le sommeil et se préoccuper énormément aujourd'hui. Parce que les décisions technologiques et les décisions de sources d'énergie qu'on prend aujourd'hui et qui naturellement prennent en considération la dotation relative de chaque pays. C'est pour ça que les Chinois utilisent le charbon et va décider, et il a mentionné 20-30 ans, malheureusement aujourd'hui ça va durer peut-être 50 ans. Et il y a un paradoxe. La décision allemande, par exemple. Oui, oui. Ils vont supprimer le nucléaire, que c'est une alternative propre, et en même temps ajouter le charbon. Alors, il semblerait, c'est un pays qui avait un programme pour aller au-delà avec le nucléaire, ça veut dire que augmenter, et aussi parce qu'il dit, on ne veut pas le nucléaire, mais ils importent énergie nucléaire française qui est à travers la rue. Hein? Ce n'est pas à travers la mer ou à travers l'océan, c'est à travers la rue. Ici, c'est l'Allemagne, là, c'est la France. Hein? Et l'énergie, c'est la même. Qui a branché. Bah, oui. Ça veut dire que s'il y a un problème n'importe où, on va avoir des problèmes dans tous les continents. Alors, les Japonais, par exemple, les Japonais voulaient aller vers 50% nucléaire. Mais, naturellement, avec Fukushima, ça s'arrêtait. Mais il ne doit pas arrêter les programmes des alternatives propres, même avec tous les problèmes politiques, émotionnels et technologiques, les défis technologiques qui nous lancent le nucléaire, parce que c'est une manière d'aller plus vite. La solution des problèmes de l'environnement dans le monde, ce n'est pas le nucléaire, mais le nucléaire peut aider. Le nucléaire, c'est une partie. Mais les renouvelables, c'est une partie, les alternatives, c'est une partie de la solution. Et naturellement, avec les fossil fuels, le combustible fossile, une tragédie. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous savez, moi je croyais que le gaspillage d'argent plus évident, plus sérieux dans le monde était la politique agricole commune des Européennes. Je dis ça ici en France, c'est sérieux, mais c'est quelque chose que... Voilà. Et naturellement la politique agricole des États-Unis aussi, hein, que c'est un grand gaspillage de ressources, parce qu'il y avait l'allocation des ressources était toute distorsionnée, etc. Mais on a trouvé quelque chose qui est pire, qui est les bénéfices ou les subsides, substitution, oui. Non, pas substitution. Ah, les subsides, c'est les revenus, c'est oui, ça? Non. Vous voulez dire? C'est les subsidies, les subventions. Les subventions. Ah, d'accord. Subventions. D'accord, on y arrive. Les subventions à la consommation, la subvention à la consommation des combustibles fossiles. Ou Chine, Inde, Indonésie, Brésil, Mexique. Un petit seul exemple. J'ai délivré notre étude économique sur l'Indonésie, octobre, Jakarta. Et on voit là que pour l'année 2013, les dépenses fiscales du budget pour la subvention des combustibles fossiles dans l'Indonésie
serait de 23% du budget. Le budget pour l'éducation était 20% du budget. C'est un pays dans lequel, dans le 2013, la subvention pour les émissions va être plus importante que les dépenses en éducation. Malheureusement, ce n'est pas l'unique cas. Et je dois dire aussi que dans le G20, on travaille énormément pour documenter, pour illustrer, au moins pour comparer, pour faire le naming and shaming. Hein? Mais aussi parce qu'on s'est concentré toujours sur l'Inde, la Chine, etc. Et qu'est-ce que nous, pays OCDE, on a découvert qu'on a trouvé 250 différentes manières de subventionner la production et la consommation des combustibles fossiles. Oui. Chez nous, dans l'OCDE. Ça veut dire que partout, il y a cet énorme gaspillage qui conspire contre le budget, qui conspire contre la nature et l'environnement, et que, paradoxalement, conspire contre l'égalité. Parce que ce sont des subventions générales, pas ciblées, et qui bénéficient naturellement à ceux qui font la plus grande consommation d'énergie, soit de l'essence, soit de l'électricité, etc. Alors, c'est mauvais par n'importe quel côté que vous voyez. Hein? C'est une politique énormément ratée. Seulement ça pourrait nous aider énormément dans cette chemin qu'il faut récupérer. Hein? Mais on a perdu la boussole. Hein? On a perdu la boussole à cause de la crise. Il faut récupérer. Alors, par rapport à ce qu'on vient de dire, je voudrais signaler qu'on... Bon, si vous pouvez, bien sûr. Hein. Ouais, bravo. Allez, je aussi. C'est un applaudissement pour l'environnement, pas pour moi. Alors, justement, à propos de ce qu'on vient de dire, je voudrais vous signaler que jeudi matin, 11h30, 12h, on sera avec Daniel McFadden, prix Nobel d'économie, qui va justement nous expliquer comment on peut essayer de calculer et d'évaluer les coûts environnementaux liés à ce qu'on vient de dire. Et qui n'était pas ici, je vois que je le vois là. Je ne sais pas, oui, je ne l'ai pas vu. Il est là, Ah bon, d'accord, très bien. Bonjour, monsieur Flem. Oui. Welcome. Cet après-midi, on va parler énergie aussi avec Pascal Colombani, et puis climat avec Vincent Courtillot qui n'a pas le même point de vue, et avec Michel Petit qui est là aussi. Donc voilà des débats qui vont s'annoncer vifs. On vous donne la parole, les micros sont là, bon, vous connaissez le principe, vous levez la main, un petit mot pour dire qui vous êtes, et puis posez toutes les questions, vous faites vos remarques. Après ce qui s'est dit depuis ce matin. Voilà, c'est toujours, il faut toujours que quelqu'un se lance, alors bon. Ah, voilà, monsieur ici. Et on a 45 minutes environ, voilà, donc on a le temps. Hop. Donc, je vous remercie. Ah, oui. Donc je vous remercie pour cette intervention très, très enrichissante et didactique. Je voulais en fait revenir sur un point que vous n'avez pas trop développé, c'est les politiques industrielles. Levez-vous, s'il vous plaît. Ah voilà, on vous voit, oui. Voilà. Levez-vous pour que tout le monde... On est dans... Oui. Présentez-vous en une seconde. Oui, voilà. Oui, pardon. Donc je m'appelle Vincent Chélan, je suis ingénieur agronome de formation. Donc c'est intéressant qu'on ait fini par l'exemple de la PAC et des subventions. Justement, ces subventions, une des raisons pour lesquelles elles existent, c'est parce que je pense qu'il y a un problème. En fait, c'est pour rééquilibrer des déséquilibres. Et donc, les déséquilibres aussi sont là à cause d'une fiscalité que vous avez évoquée. Mais passons, je voulais vraiment insister sur la nécessité d'avoir une politique industrielle. Et je voulais savoir quelle politique industrielle vous encouragez. Est-ce que c'est une politique industrielle multipolaire ? C'est-à-dire que
Par exemple, en Europe, on aurait un type de politique industrielle qui ne soit pas la même qu'en Australie. Ouais. Et au sujet de la... Donc s'il y a une politique industrielle, vous dites, encourager la croissance verte. J'ai entendu parler d'écologie industrielle. On a parlé tout à l'heure de métabolisme industriel. L'écologie industrielle, ça serait d'intensifier les flux de recyclage, par exemple. Oui, c'est ça, oui. Je voulais avoir circulaire à l'intérieur des entreprises, oui, c'est ça. Oui. Mais ça date déjà depuis un petit moment, ça. Oui. C'est ça. Mais ça a été très avancé au Japon, on a beaucoup parlé du Japon. Donc je voulais avoir votre point de vue sur ces deux thèmes-là. Donc je me répète, la politique industrielle et l'écologie industrielle. Oui. Écoutez, naturellement qu'on a arrêté de parler de politique industrielle pendant des décennies, hein, parce que ça est devenu un mauvais mot. Parce qu'il suggérait des secteurs gagnants et perdants, et la choix pour les gouvernements, de la part du gouvernement, quel secteur pourrait être mieux développé ou non. Et bon, si c'était à Corée, c'était le secteur de la construction de bateaux, c'était dans certaines... Et on a arrêté ça, parce qu'on dit, ça c'est le dirigisme, ça c'est les économies centralement planifiées, dans lesquelles on dit que c'est combien de tonnes d'acier il faudra produire au lieu de produire les tonnes d'acier qui c'est nécessaire pour satisfaire la demande. Aujourd'hui, je dirais que le nouveau concept de politique industrielle, c'est beaucoup plus, c'est moins ciblé dans les secteurs. Et je dirais pas du tout ciblé dans les secteurs. Et mais c'est de créer des conditions pour que les secteurs qui ont leurs possibilités propres et naturelles et normales sortent, émergent et peut avoir une croissance, dit-on, naturelle, basée sur le talent, le capital, la technologie, etc., dans laquelle le pays a un avantage comparatif. Oui. Mais aussi, la nouvelle politique industrielle, cher ami, ne peut pas être mis dans un contexte traditionnel. Nous, dans l'OCDE, il y a 2 mois, nous venons de présenter pour la première fois une information sur la valeur ajoutée, les flux de commerce dans le monde en termes de valeur ajoutée, et ce qu'on appelle les Global Value Chains, hein, les chaînes globales de valeur, qui totalement changent le concept de la compétitivité et de la possibilité de concurrence dans lequel on disait traditionnellement il faut être compétitif pour produire soit une télévision, soit des équipements pour une usine électrique, ou soit des voitures, n'importe quoi, de la A à la Z. Aujourd'hui, on sait que le monde n'est pas organisé comme ça. On est en train de mesurer qui bénéficie plus et commun. Naturellement que c'est la source de la connaissance qui est ce bénéfice de plus de l'activité productive, même manufacturée dans le monde. Et on peut choisir une niche dans n'importe quel pays du monde et avec suffisamment d'investissement et suffisamment de talent, créer une niche compétitive pour une chaîne de valeur qui peut être en Asie, dans les États-Unis,
en Europe, etc., et qui à la fin va être peut-être mise ensemble, je ne sais pas, en Thaïlande ou en France. Alors, cette question de politique industrielle, c'est une politique de comment créer les conditions. Et ça commence avec le gouvernement. Pour créer les conditions du point de vue les politiques de recherche, la politique de l'éducation, la création de plus d'ingénieurs, et peut-être moins d'économistes, moins des avocats. Moi, comme je suis économiste, je peux dire ça. Pardon pour les avocats, mais en tout cas, je dirais que c'est la régulation, la fiscalité et les mesures de l'environnement, green growth. Ça permet d'aller dans un développement moyen-long terme à fur et à mesure que les règles soient claires, que les prix soient clairs. Le prix du charbon doit être établi, et ça doit être établi un grand prix du charbon. Il faut, on connaît que l'ennemi, c'est pas le cas en ce le moment, charbon, hein. Il faut le casser la tête. Hein. Oui, mais il baisse là, le prix du charbon en ce moment. Alors, malheureusement, on a, paradoxalement, on a parce que tout le monde, il parle de cette. On était à la Chine, ils ont 7 villes dans lesquelles ils ont cet expériment de comment établir un marché des émissions. Je dis bien, oubliez-vous de ça. Ça a besoin d'un énorme réseau, infrastructure, de techniciens, etc., et beaucoup d'abus. Bon, il faut un seul taxe énorme, hein, comme ça. Alors, ce que je dirais à votre question, c'est que le monde aujourd'hui, on connaît ces différends, et pour la première fois, on commence à faire les dessins détaillés avec ce travail sur la valeur ajoutée. Par exemple, on a trouvé que le surplus commercial chinois vers les États-Unis, c'est 25% moins de ce que les chiffres conventionnels des bilans de paiement nous diraient. Que les voitures allemandes sont 40% non allemands et que les exportations de pays sophistiqués comme la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, les pays les plus grands, les G8, etc., sont des exportations qui sont 50% services. Les manufactures ont 50% d'éléments de service. C'est la première fois. Les flux conventionnels nous disaient que c'était 25%, 20-25%. Aujourd'hui, on sait que c'est 50%. Alors, comment aller vers la compétitivité, vers une politique industrielle, vous me demandez, en prenant la nouvelle information pour mettre en place des politiques publiques qui profitent de cette information et qui permet de créer une ambiance de compétitivité dans la société, une espèce d'état d'esprit, de manière d'être, d'aller vers la concurrence, vers l'excellence, etc., dans tout ce qu'on fait, mais de ne pas avoir cette restriction conceptuelle que quand on commence à produire quelque chose, il faut le produire de A à la Z et qu'il faut être compétitif dans tous les éléments de la chaîne productive. Alors, deuxième élément de la question, c'était à propos d'écologie industrielle, donc cher à Dominique Bourg en France ou Søren Erkman en Suisse. On peut peut-être étendre cette question à l'économie circulaire. Il y a un institut à ce propos qui vient d'être créé en France. Donc en gros, c'est comment mieux fonctionner en circuit fermé pour récupérer effectivement les déchets, l'eau, produire de l'énergie, etc. Est-ce que c'est vraiment une piste qui vous intéresse? Oui, énormément. Mais ça se fait déjà à fur et à mesure que ça soit économiquement attirant. Bah, naturellement, qu'est-ce que fait les choses économiquement attirantes? C'est le prix. Oui, bien sûr. Si on met le prix, un bon prix, un fort prix, ça veut dire une taxe sur les émissions,
on peut déterminer l'économie des alternatives, inclut la réutilisation, le recyclage des déchets ou des résiduels, des produits résiduels des systèmes productifs. C'est ça de quel on parle. Ça, absolument, oui. Ça veut dire que c'est dedans l'industrie, ou même dedans un espèce de cluster des industries communes qui produisent par exemple vapeur, ou qui produisent de l'eau, ou qui produisent chaleur, même. Ou qui produisent certains types de déchets qui pourraient se recycler pour produire quelque chose d'autre. Je dirais que ça, ce n'est pas seulement de qu'est-ce que vous pensez, quelle opinion est-ce que vous avez, c'est l'unique manière d'aller. C'est un concept intégral dans le concept Green Growth. Je crois que c'était les Japonais qui ont dit les 3 R. Recycle, reuse and reduce. Oui, c'est ça. Ça veut dire réduire, recycler, réutiliser. Oui. Et qu'aujourd'hui, je dirais, c'est une partie de la Bible, de l'environnement, mais que, comme je répète, on n'a pas les 10 commandements environnementaux toujours en tête à cause du prétexte de la crise. Merci. Alors, d'autres questions. On va essayer d'accélérer un petit peu pour les réponses, parce que je crois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Ici, ou je ne sais pas. Oui, voilà. Merci pour cette présentation ici. Jean-François Toussaint, je suis responsable de l'adaptation et de la prospective au Conseil de santé publique. Et on vous écoutera aussi dans les débats. Votre dernier exemple, finalement, est assez intéressant sur la question des interdépendances en réseau et finalement des paradoxes, en particulier pour l'énergie. Sur notamment la question des relations entre économie et dépendance. Et on voit bien que le prix que vous prenez quand même pour la question du CO2, vous l'aviez dit, comme pour celle du charbon, ne vont pas du tout dans le sens qui est initialement celui vers lequel on aimerait qu'il aille. Qui est celui d'une élévation importante du tarif de la tonne de CO2 qui ne permet pas la régulation par un versant économique. Et donc, les propositions que vous faites semblent quand même aller vers une tentative de résolution d'une quadrature du cercle qui nous échappe. Et en particulier sur la régulation financière, vous nous dites que les banques doivent rendre des comptes, mais il faut essentiellement commencer par les sauver, pour sauver les économies des épargnants. La réforme structurelle doit éviter une collision avec la nature, dites-nous. Vous nous dites pour lutter contre l'équité dans une croissance verte, au moment où la croissance est annoncée comme nulle en Europe, et celle sur laquelle on voit que sur une suite logique depuis 60 ans de réduction finalement des taux de croissance en France, on a un phénomène de croissance qui se montre être un phénomène transitoire. Donc on est à peu près tous conscients ici de cela, des paradoxes, des difficultés à le résoudre. Je voulais juste sur un exemple avoir votre avis sur ce que la Grèce nous annonce sur sa compétitivité, comme sur celle des compétitivités européennes, en particulier avec cette première déflation depuis plus de 50 ans maintenant, qu'elle vient de montrer, à la suite de 6 années de récession, de tentatives de politique de sauvetage, de politique d'austérité, menées par des gouvernements successifs, qui ont là aussi montré la volatilité politique, parce que les interactions avec les peuples électeurs ne sont pas en phase avec les recommandations, et comment cette évolution-là vous semble annoncer d'autres évolutions possibles. Écoutez, le fait qu'il y a des problèmes, des défis, ou qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire, ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ou qu'on ne peut pas le faire. Et cette idée que le respect pour l'environnement, les politiques environnementales, même les taxes sur les émissions, peut endommager la croissance, c'est quelque chose qui est énormément raté, parce que le coût de l'inaction, et ce n'est pas intuitif, on l'a bien documenté, les coûts de l'inaction sont le coût plus onéreux, le plus haut de toutes les voies d'action connues.
Ça veut dire que si on va directement pour réduire, pour aller vers le 450 ppm et pour le 2 degrés de hausse de température, etc., et ça va être avec les moyens qu'on a déjà aujourd'hui, même sans attendre à la capture de la technologie, etc., la capture de CO2 pour le charbon, etc. Même sans attendre ça, avec les technologies qu'on connaît déjà aujourd'hui, et les coûts sont toujours moins de ce qu'ils coûteraient, que ça va nous coûter, sans doute, de ne rien faire. Alors, vous parlez des tarifs pour CO2, pour tonne CO2. Aujourd'hui, on a en Suède 100 € par tonne. En Norvège, 50 €. Déjà, aujourd'hui. Ça fait longtemps, hein, dans ces pays, ça fait 10-15 ans que c'est appliqué, je crois. Oui, c'est ça. Oui, ça veut dire que c'est possible. Oui. Je dis que... Et moi, j'étais hier à Oslo. Ils soient bien, les Norvégiens. Naturellement qu'ils ont beaucoup de pétrole, mais je dirais que ce n'est pas une question de dire ce n'est pas possible parce que la concurrence, la compétitivité des pays va être affectée, parce que ce n'est pas question de le faire dans un pays, pas dans l'autre. La question de l'environnement doit s'adresser comme le commerce, hein. Sans une collectivité, sans une décision de coopération et de collaboration, ça ne va pas fonctionner. C'est comme je parlais de la question de l'évasion fiscale des multinationales. Si ce n'est pas quelque chose que tous se mettent d'accord pour faire, on va seulement se déplacer aux pays voisins et ne pas payer des impôts. Et alors, ça arrive, ça. C'est la même chose. On ne peut pas penser de dire qu'on a 50 € dans un pays, 100 € dans l'autre, et dans le système européen, à 17 idéalement, mais des jours à 3 ou 4 parce qu'il y a beaucoup de permis et pas suffisamment de demandes, et alors le prix tombe. C'est pour ça que je dis qu'un impôt, c'est peut-être plus facile. Je dois dire que les Européens, là, ont une leadership qui est louable, mais naturellement, il faut mettre en place des mécanismes qui fonctionnent du point de vue pratique. Alors, je voudrais parler de la question de la Grèce, que vous mentionnez. Et la Grèce va avoir une première déflation après 6 ans de contraction économique. Oui, on commence à oublier qu'il y a 5 ou 6 ans, la Grèce a fait une petite erreur de rounding up, non? Parce qu'il nous a informé qu'il avait un déficit de 5% quand le déficit était de 15%. Et naturellement, réduire 10 points de déficit prend énormément de temps, mais quand on est à 160% de la dette, ou à 130%, ou 120%, et il faut avoir attention. Et quand on est à 15% de déficit, même dans les périodes de croissance, les périodes de bonanza, et quand les citoyens grecs qui ont le meilleur niveau de recettes ne paient pas des impôts, quand le gouvernement n'est pas compétent pour recueillir des impôts, et quand l'État a toujours, dans presque toutes les activités économiques importantes, pas seulement la direction du point de vue de régulation, mais aussi même propriétaire. Quand il y a
des problèmes énormes. Vous parlez de l'environnement ici en Grèce. Moi, je délivrais dans le 2009 ou 2010. C'était comme si j'étais martien, non? Parce que j'arrivais en Grèce pour parler de l'environnement. Hein? Je sais pas, tout le monde parlait de n'importe quoi, même moi de l'environnement. Mais pour lui rappeler qu'il fallait aussi parler de l'environnement, le ministre de l'Environnement, dans ce moment, était naturellement ravi de nous recevoir parce qu'il ne pouvait pas avoir d'appui dans le gouvernement pour ces politiques. Mais je dirais que oui, ils vont avoir déflation parce que la question de la demande, quand on a déflation, ça veut dire que la demande n'est pas suffisante pour soutenir le niveau de prix. Mais je dois vous dire quelque chose qui devrait nous donner d'espoir. Dans les derniers 10 ans, 12 ans même, commençant par l'année 2000, hein, le coût du travail, la France, l'Italie, la Grèce, le Portugal, l'Irlande, jusqu'à 140-150% du point de commencement. Naturellement qu'ils ont commencé dans des niveaux absolus différents, mais ils sont augmentés 40% ou 50%. L'Allemagne, 10%. Aujourd'hui, il y a un écart comme ça de compétitivité. Et qui sont les pays qui déjà convergent vers un niveau de compétitivité qui pourrait lui faire sortir des problèmes dans les années prochaines? La Grèce, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal. Ce sont les pays dans lesquels on a déjà une courbe qui s'approche à celle de l'Allemagne. Et comme l'Allemagne commence à augmenter leur niveau de rémunération du travail, ça pourrait avoir une convergence et une récupération de la compétitivité de ces pays. C'est dur, c'est brutal des fois, mais le problème, c'est qu'ils avaient une situation absolument artificielle dans laquelle, par 10 ans ou 15 ans, les salaires ont augmenté plus que la productivité. Alors, à la fin, ça vous provoque un trou noir énorme. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Si on ajoute un manque de responsabilité fiscale, on a des problèmes comme celle de la Grèce, qui aujourd'hui va dans une période d'ajustement énormément douloureux, mais qu'on ne peut pas identifier comme dire c'est dramatique, oui, c'est tragique, oui, mais c'est quelque chose qui c'était pas, ça n'a pas évolué de manière naturelle, c'était pas le bon Dieu qui a provoqué ça. Hein. C'était les gouvernements successifs qui ont provoqué ce qu'il faut corriger aujourd'hui. Alors, encore des questions. Il nous reste une vingtaine de minutes. On va essayer de faire un peu plus vite. Je ne sais pas où est le micro. Là-haut. Ah, d'accord. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon, vous m'entendez. Je me présente, je m'appelle Thomas Navarro. Je suis étudiant en Master 1 à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Voilà, vous êtes les mêmes? Non, c'est pas moi. Non, ah, non, c'est le monsieur en bas qui a parlé. Non, je sais, mais... Oui, c'est moi. Ah oui, je suis le même, oui. Oui, le premier, moi. oui. Avec un micro, c'est moi. Non, parce que c'est la deuxième question qu'il pose, mais je voudrais savoir s'il y a, par exemple, par le côté gauche, dans la gauche, est-ce qu'il y a dans la gauche mais rapidement, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. Je voulais juste vous poser une question. Je vais être un peu plus terre à terre. Et je vais un peu plus me baser par rapport à nous les jeunes, puisqu'on va être la relève dans la population active qui va arriver. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas européen. L'OCDE a de très bonnes idées par rapport au cas européen, mais le problème c'est que je ne comprends toujours pas comment vous voulez appliquer les politiques de l'OCDE dans une Europe à 27 qui ne s'entend pas, qui n'applique pas les mêmes politiques monétaires et budgétaires, puisqu'il y a quand même, on est très peu de pays dans la zone euro. Comment voulez-vous qu'il y ait une cohésion alors qu'il n'y a pas de cohésion? Depuis des années, il n'y a pas de cohésion en Europe. Comment voulez-vous qu'on retrouve une croissance stable et saine, et donc a fortiori une croissance environnementale,
tout ce que ça engendre. Comment voulez-vous que cela soit possible alors qu'on ne s'entend même pas parler à 27 ? Voilà, c'était seulement ma question. Merci. Voilà, une réponse un peu courte. Écoutez, la question de la cohésion sociale, c'est un défi partout. Je viens de présenter à Corée un rapport de cohésion sociale à Madame Park, au président Lee, qui était à une semaine de quitter la présidence, et à Madame Park, qui était déjà élue, parce qu'il y a un énorme problème de cohésion sociale chez les enfants, chez les âgés, les femmes, etc., la question de la santé, la question de l'éducation. Bon. La même chose, par exemple, en Israël. On parle toujours Israël, la technologie, le software, etc. Ils ont un problème de cohésion sociale qui est énorme parce qu'ils sont 1,5 million d'Israël arabes qui sont citoyens d'Israël et aussi 1,5 million de Haredim, les ultra-orthodoxes, qui par dessein sont condamnés à être pauvres. Et les Israéliens, ce sont que 7 ou 7,5 millions. Et naturellement, quand on a 2 millions qui vont être pauvres n'importe quoi, selon les descentes sociales d'aujourd'hui, la société de 7 millions ne peut pas démarrer. C'est pas, alors, mais le problème aussi à l'Europe à 27 et même à l'Europe à 17, et c'est partout, par exemple, est-ce que vous savez qu'ici, les paiements de taxes et paiements pour la sécurité sociale pour chaque emploi comme proportion de salaire. Il y a dans cette région du monde, ce sont les plus hautes dans l'OCDE. Et qu'est-ce que ça suggère? Et ça, ce n'est pas une protection sociale directe, mais ça veut dire que si c'est si cher de créer un emploi, naturellement, que l'appétit pour créer des emplois ne va pas être énorme. Hein? Si c'est cher d'embaucher, hein? On n'embauche pas. Et ça se déterminait objectivement, on a mesuré ça dans les pays dans lesquels il y a la protection sociale nominale plus haute, c'est les pays dans lesquels on ne crée pas des emplois parce que c'est énormément cher. Alors, la question sociale, on est dans une période nouvelle pour savoir qu'est-ce que c'est la protection sociale. On n'avait jamais eu un chômage de cette dimension pour les jeunes et aussi chômage long terme. Et en même temps qu'une récession frappe, les recettes tombent et les dépenses pour la sécurité sociale et les bénéfices au chômage augmentent. On n'avait jamais une collection simultanée de défis comme ça, oui. Et dans la proportion dans laquelle on l'a aujourd'hui. La question, elle portait aussi sur est-ce qu'il est possible d'harmoniser ces politiques en Europe, puisqu'on n'est pas d'accord entre nous, comment faire pour conseiller au niveau de l'OCDE? Il ne faut pas aller là. C'est comme dire, si vous voulez harmoniser les impôts, ça va passer de peu en peu. Ça va passer de manière plus ou moins spontanée, parce que c'est un élément de la concurrence, mais c'est aussi une manière d'attirer le meilleur talent. Hein? Parce que le talent arrive où il y a des garanties, mais aussi parce qu'on peut imaginer que si on est dans un pays dans lequel il pourrait passer qu'on perd l'emploi ou que la famille a besoin des appuis, etc., qu'on les a. Ça va passer. Mais je dirais que ce qui est très important, c'est de ne pas continuer à réduire la protection des individus, de ne pas continuer à... Il y a certains systèmes de sécurité sociale qui doivent devenir plus efficaces, parce qu'il y a gaspillage et il y a abus. Mais par exemple, la question de l'âge de retraite, est-ce que ça conspire contre les droits acquis des travailleurs? Mais le problème, c'est très simple. Les systèmes de retraite étaient dessinés il y a 40 ans ou 50 ans et aujourd'hui ne sont pas soutenables si on prend la retraite à 58 ans. Mais aussi,
là, l'espérance de vie, l'espoir de vie a augmenté énormément. Alors, la formule plus simple, c'est lier l'âge de retraite à l'espérance de vie. Au lieu de négocier chaque année ou chaque 2 ans, avec énormément de négociations traumatiques, des grèves, etc. Et il y a des pays qui le font déjà. Ça fonctionne, ça peut aller. Je dirais que les aspects sociaux, je dis aller structurel, mais aussi je dis aller social. Oui. Parce que les aspects sociaux, naturellement, pour les plus vulnérables aujourd'hui, sont plus brutaux. Alors une question côté gauche pour vous faire plaisir. Côté gauche. Voilà. Bonjour. Ça marche? On entend. Après ça, vous ici. Bonjour, je m'appelle Félix Lepers, je suis étudiant à Sciences Po Ex. Ma question est assez simple. Pendant la présentation, la mondialisation a été présentée donc comme un fait. On en conviendra. Il semble que jusqu'ici, la mondialisation soit contradictoire ou ait été contradictoire avec la défense de l'environnement, comme vous l'avez dit. Et je voudrais juste savoir par quelles mesures spécifiques, à part mettre un prix au carbone, vous comptez rendre la mondialisation et la protection de l'environnement compatibles. Il me semble que mettre un prix au carbone, ça peut être utile, mais ça ne me semblerait pas suffisant. Ou en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de formule magique comme ça qui puisse régler le problème d'une seule façon, en tout cas de rendre les deux compatibles. Je vous remercie. D'accord, on va essayer de répondre vite, il y a encore 2-3 questions. Il nous reste à peine 10 minutes. Hein. Je répète, la question de l'environnement, c'est une question intégrale. Cet concept de dire que la croissance et l'environnement vont des chemins séparés, ce n'est pas du tout le cas. L'unique manière de promouvoir la croissance dans le futur sera la croissance verte. L'unique croissance possible. Pour ça, c'est une question de concept, c'est une question de volonté politique, mais aussi des instruments. C'est pour ça que je suggère d'aller vers la simplification des instruments, mais aussi avoir des cibles très très claires. Et surtout, la croissance verte, ce n'est pas l'environnement seulement. C'est aussi un concept qui inclut l'éducation, l'innovation, la technologie, le transfert de technologie, le financement de cette croissance verte, mais aussi les opportunités qui nous présentent la croissance verte dans le domaine de first mover, ce qui bouge le premier et qui gagne des avantages technologiques sur les autres et qui peut naturellement, à travers la globalisation, la mondialisation ou les niches dans les chaînes globales de valeur, qui peut profiter d'avoir délivré même une petite partie de la chaîne, mais qui s'appliquerait de manière mondiale. Mais sans doute qu'il faudrait faire un greening de toutes les activités économiques, de toutes les politiques publiques. C'est la question de la croissance verte et la question de le respect pour l'environnement, ce n'est pas dans le domaine environnemental. Ça doit être une politique qui couvre la totalité des décisions des politiques publiques. Voilà. Alors, voilà, puis l'environnement, c'est pas que la protection du grand hamster d'Alsace, hein, c'est aussi des économies d'énergie, de ressources, d'eau, etc. Donc c'est une dimension économique tout à fait évidente, oui. Oui, donc Oui, on vous entend. On entend. Bernard Sauvadet, donc je suis chargé de mission à l'emploi. Donc je dirais une observation, très rapidement, une question et une réflexion. L'observation, vous parliez tout à l'heure de la PAC. Malheureusement, la PAC a souvent pour vocation à transformer nos agriculteurs en rechercheurs de subventions. Et ce n'est pas simplement valable pour la PAC, c'est valable pour d'autres domaines. La question que je voulais vous poser, vous parliez tout à l'heure de... vous parliez... Oui, vous parliez, alors simplement la réflexion, vous parliez également effectivement du recyclage. Alors le recyclage, effectivement, c'est un vrai domaine sur lequel il y a des réflexions à faire. Et là, celle que je voulais apporter, c'est éventuellement la possibilité de consigner absolument tous les contenants. Une fois ces contenants consignés, il est clair que ça créerait une économie parallèle intéressante et ça réglerait beaucoup de problèmes, disons, concernant disons, le recyclage.
La question que je voulais vous poser, vous évoquiez, disons, le domaine. Alors, attends, je vais le retrouver, excusez-moi. Ah oui, à propos des agences de notation. Alors effectivement, ces agences de notation, nous ne les connaissions pas il y a quelques décennies, mais il faut voir que maintenant, ils régissent l'économie mondiale. Et effectivement, quand on sait quelle est la crédibilité de ces agences de notation, lorsque un de leurs dirigeants avoue ouvertement avoir falsifié les comptes de la Grèce, il y a quand même quelques questions à se poser. Et la question suivante, est-ce que l'OCDE ne pourrait pas éventuellement mettre son nez dans ces agences de notation? Ça serait peut-être intéressant. Merci. Je suis totalement d'accord sur les distorsions qui provoquent dans les économies et aussi dans les attitudes des personnes l'existence de subventions qui distorsionnent les prix et les incentives économiques plus légitime. La question de recyclage et les contenants, je suis aussi d'accord. Je crois que le potentiel là, c'est énorme. Mais en ce qui concerne votre question, l'agence de notation, c'est vrai que moi, il y a beaucoup des années que j'ai perdu cette attitude d'être en admiration des agences de notation, surtout en peur. Parce que moi-même, comme fonctionnaire mexicain, pendant 20 ans, je cherchais la qualification, finalement on l'a obtenue, la qualification pour aller dans les marchés, etc. Mais le problème, c'est que, comme je dis originalement, les agents de notation étaient une manière de déterminer pour les personnes comme nous, qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas la Morgan, la Rothschild, etc., de savoir quel était le niveau de risque de chaque investissement, de chaque dépôt, de chaque instrument financier. Et pour mieux le vendre, ceux qui les offraient, fait l'offre publique, disait, et Moody's et Standard & Poor's dit que c'est AAA, ça veut dire que le risque c'est relativement modeste. Alors, le problème, c'est qu'ils ont commencé à devenir des juges sur la politique économique. Et ils ne sont pas très bons dans ce côté. Et deuxièmement, qu'ils ont, comme on a vu, des conflits d'intérêts énormes. Aujourd'hui, dans les États-Unis, je ne sais pas si c'est Moody's ou Standard & Poor's, qui a un problème litigieux légal avec la justice américaine de 5 milliards parce que ils étaient dans les deux côtés en même temps et aussi ils avaient la mauvaise raison pour laquelle ils avaient mis des bonnes qualifications dans des paquets des actifs financiers qui étaient offerts au marché. Alors, est-ce que l'OCDE pourrait devenir une espèce d'agence de notation? Pour des effets pratiques, on le fait déjà. Mais le problème avec les agents, et ça c'est quelque chose par exemple, si vous demandez à Mario Draghi dans son période à la FSB, la Financial Services Bureau, le Financial Services Forum avant, ils ont un chapitre sur les agences de notation. Et quoi faire avec les agences de notation? Comment limiter leurs activités? Mais il y a un problème énorme. C'est un problème qui est un peu comme le problème des impôts des multinationales. Les agences de notation sont construites, sont dans le tissu légal de toutes les décisions. Par exemple, si vous êtes le chef d'un fonds d'investissement, vous êtes obligé de vendre ou vous êtes permis d'acheter à fur et à mesure que au moins 2 agents de notation disent que c'est AAA ou AA+, etc. Et s'il tombe au-dessous de C, il faut absolument vendre, il vous oblige. Et si vous ne le faites pas, vous avez des responsabilités légales. Et qui décide qui sont
les qualifications dans lesquelles il faut agir ou réagir, ce sont les agents de notation. Ça veut dire qu'ils sont dans le tissu légal et dans le tissu de la prise des décisions. Et bon, c'est malheureux parce qu'il n'y a pas des alternatives pour le moment. Il faudrait démanteler le système des contrats et de gestion actionnaire, de gestion de fonds dans pratiquement tout le monde pour être capable de substituer ce qu'ils font aujourd'hui les agences de notation. Ça veut dire que peut-être l'alternative, c'est d'insister de comment eux, ils peuvent faire son travail mieux au lieu de penser à un système ou à une alternative qui n'est pas énormément réaliste pour le moment. Et puis on a aussi la notation extra-financière. En tout cas, Angèle Guria, on va vous donner un triple A pour cette intervention et pour tout le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup.